Cher écrivain, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue dans l'épisode 16. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec Marie. Hello. Léa. Coucou. Laure. Hello. Et Laetitia. Salut. Alors, comme vous le voyez si vous nous regardez sur YouTube, on est tout ensemble, on est en vacances. On enregistre cet épisode avec un petit peu d'avance, en plein milieu de l'été, en Bretagne, avec un soleil qui se fait attendre. Mais c'est pas grave, on a de quoi écrire, on a de quoi lire. Du coup, comme d'habitude, pour cette rentrée, cette nouvelle saison, on va reprendre nos bonnes habitudes. On va faire un petit tour de table pour vous dire un peu où on en est de notre écriture, ce qu'on a écrit cet été, enfin jusqu'ici, vu qu'on est fin juillet, au moment où on enregistre. Et puis, on va vous recommander un contenu autour de l'écriture et ensuite, on parlera de notre thème du jour, qui est comment écrire un bon méchant pour notre histoire. Alors, les filles, déjà, est-ce que vous avez passé un bon été ? Alors oui, moi-même dans le futur, je regarde jusqu'à présent un très bon été. Puis c'est vrai que comme je le disais, il fait un petit peu moche aujourd'hui, mais du coup ça nous donne des bonnes occasions de rester enfermés à l'intérieur au chaud. Et pourquoi pas d'essayer d'un peu ouvrir Word et d'écrire quelques mots dessus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on est un peu forcé d'écrire. Et de lire aussi. Et de lire. On s'est échangé tous les livres qu'on a apportés. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'est échangé pas mal de livres. Alors, qui a écrit jusqu'ici ? Qui n'a pas écrit ? Marie ? Oui, alors moi j'ai un petit peu écrit. Donc en ce moment j'écris sur carnet, donc j'avance sur la petite nouvelle que j'ai démarrée le mois dernier. Et j'en avais un petit peu parlé, je pense, à l'épisode précédent. En fait, moi j'écris un peu en flux créatif libre, en m'aidant en fait des cartes Dixit. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un jeu très connu d'ailleurs, où il faut s'inspirer de cartes du jeu qui sont assez oniriques, qui font appel à des personnages, à des figures assez identifiées. Et c'est des cartes assez étranges, et du coup, moi je les utilise pas mal pour m'inspirer en fait. Quand je suis bloquée, j'ai des cartes Joker et c'est des cartes Dixit, donc j'essaie de reboucler avec ce que j'ai en stock. Ouais, je trouve que c'est une super idée quand Ouais. on est coincé de tirer une carte avec une image. Ça marche aussi avec des images qu'on peut trouver sur internet. Je sais qu'il y a des blogs. Je me demande si Lionel Davoust il faisait pas ça à un moment sur son blog, de proposer des images en fait justement pour s'inspirer pour des petites contraintes créatives. Oui, c'est possible. Et Laetitia, t'as écrit quoi ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Je travaille sur un projet qui s'appelle Projet 4. C'est son nom de code. Et la petite nouvelle, c'est qu'on travaille ensemble dessus, puisqu'avec Laetitia, on l'écrit à 4 mains. D'où le titre secret de Projet 4, parce que ça tombe bien, c'est mon 4e projet et le mien également. Voilà, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus, on a fait tout notre synopsis, notre scénario, on a commencé à écrire. Et peut-être tu peux dire un peu comment on écrit, comment on s'est réparti les choses. Oui, et alors on fait pas, je pense qui est intéressant, c'est que c'est pas un texte sur lequel on a un personnage chacune, on écrit vraiment, on a vraiment réfléchi ensemble à toute l'histoire, et donc on écrit pour le moment en tout cas un chapitre chacune, mais avec vraiment les mêmes personnages, le même narrateur, enfin, voilà. Ça se suit vraiment. Ouais, ça se suit, et c'est pas un personnage chacune, tu vois. Okay. Et c'est pas compliqué de trouver le même style ? On n'en est pas encore là justement. Je pense pour l'instant, on s'est quand même fixé un style d'inspiration, on va dire. Globalement, on veut que ce soit une ambiance un peu à la Magic Charlie, on peut dire. Je pense. Voilà, quelque chose d'un petit peu rigolo. C'est de la jeunesse, c'est de la fantaisie. Mais après, on va, je pense, s'échanger nos chapitres. C'est ce qu'on a envisagé, on écrit là chacune les nôtres et après on inverse quoi. C'est pas mal de faire comme ça. Du coup, vous mettez un petit peu de vous dans les deux versions. De toute façon, je pense qu'il va y avoir pas mal de couches de réécriture pour faire bien les petites transitions entre les chapitres, etc. Et puis c'est la première fois qu'on le fait, donc on teste. On tâtonne, voilà, on verra comment ça se passe. Trop bien. Ouais, et vous en êtes trop bien.
On en est à peu près à la moitié. La moitié dans vraiment d'un tout premier jet, quoi. C'est super Ah, déjà. je c'est bien. Ouais. C'est vrai qu'à 2, déjà ça va forcément 2 fois plus vite. C'est bien ça. Et en fait, ça va plus que 2 fois plus vite. Parce que à 2, on est plus que. Enfin, la somme fait plus que nous deux individuellement, quoi. Est-ce que je peux sortir ce petit proverbe de team building? Seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Pardon, on va plus vite, plus vite et plus loin. C'est bon ça. Je sais pas, quand on écrivait le scénario ensemble, C'était déjà on se la meilleure marrait partie. énormément. On rigolait beaucoup, puis il y a ce côté un peu d'émulation où tu veux faire rire l'autre, donc c'est de trouver les meilleures idées, et aussi de. Bah, si t'as une idée et que t'es pas sûr, tu passes pas de millions à te dire est-ce que c'est la bonne piste ou pas, tu le dis, et t'as tout de suite un vis-à-vis en face qui peut te. En dire, externe. c'est nul. Ouais, Et si voilà, tu bloques, et aussi si tu bloques, pareil, je me souviens qu'il y a des fois on est un peu bloqué, mais on s'est débloqué tellement vite. Parce qu'en réfléchissant, en brainstormant à 2 à voix haute, ça a été super vite. Pareil, les petites incohérences du scénario, quand on était à cette étape, on les a tout de suite identifiées. Enfin, très vite, il y en a une qui a dit ah, mais attends, mais si là il fait ça, enfin, genre ah, mais oui, mon dieu, mince, ça marche pas. Et on a ce jeu de ping-pong rend effectivement l'exercice plus facile. Ouais. Puis après, je pense qu'on a aussi chacune nos forces, donc on amène aussi chacune dans le moment des choses différentes. Voilà. On verra où ça nous mène. C'est ça. Déjà, on va essayer d'en finir. Déjà, si c'est à la moitié du premier tome, c'est déjà bien entamé quand même. Ouais. C'est clair, du premier jet. Du premier jet. Voilà pour notre petit tour de table. Pour le contenu qui donne envie d'écrire, eh bien, sachez que pendant nos vacances, on a joué à un super jeu qu'on vous recommande parce que c'est un genre de jeu narratif, je vais vous le montrer, qui s'appelle Pour la Reine. Je sais pas si vous le voyez. Pour la Reine, une histoire d'amour, un royaume en danger. Donc c'est 2 à 6 joueurs, mais en vrai on peut jouer à plus de 6. Et l'idée c'est que on choisit une reine au début. Et on est tous en train de faire un voyage vers une contrée lointaine avec laquelle notre reine veut négocier une alliance, puisqu'on est dans un royaume en guerre. Et on va juste chacun à notre tour tirer une carte avec une question sur cette reine et devoir y répondre en inventant complètement la réponse. Donc par exemple, je sais pas, il y avait quoi comme question Qu'est-ce que la reine a fait que vous ne pourriez jamais lui pardonner? Voilà, par exemple. Ou qu'est-ce qui révèle la bonté de la reine? Qu'est-ce que vous faites pour la reine que personne d'autre ne pourrait faire? Ce genre de choses. Et on va inventer notre réponse et se construire comme ça petit à petit un personnage. Et ce qui est trop marrant, c'est que chacun autour de la table va inventer son personnage, ses réponses, qui doivent être en cohérence les unes avec les autres. Et ça crée vraiment des scénarios en fait, qui sont hyper intéressants. Enfin, la deuxième partie qu'on a faite, elle était vraiment dingue. Enfin, vraiment, j'avais des frissons, il y avait des scénarios qui se sont mis en place qui étaient absolument incroyables. Et il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant à la fin, c'est juste tu tires une carte, la reine est attaquée, la défendez-vous. Et chacun doit dire si oui ou non, au fur et à mesure de ce qu'on a entendu de la reine par rapport aux autres, de ce qui s'est dessiné de cette reine, on veut la défendre ou pas. On fait un vote et voilà. Mais je trouve que c'est super pour s'inspirer, pour tester des combinaisons de personnages, pour tester des dynamiques en fait. Narratif. Ouais. Puis c'est vraiment, moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait de créer ensemble. C'est que tu peux t'appuyer sur ce qu'un joueur a dit avant pour créer un détail. Ça peut faire des comiques de situation. Oui, on a beaucoup rigolé. C'était pas, les questions ont eu l'air très sérieuses là quand on les a dites, mais en fait on peut y répondre de manière très drôle. Et il y a eu des moments où moi j'ai eu des frissons et d'autres où j'étais morte de rire en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a vraiment les deux quoi. Ouais. Donc voilà, si vous avez des amis qui aiment bien lire ou écrire ou juste qui ont un peu d'imagination, je vous conseille d'y jouer parce que ça peut donner plein d'idées pour vos romans. Ouais. Et on peut déjà passer à notre thème du jour, écrire un bon méchant, un bon antagoniste, puisque que serait une histoire sans un bon méchant? Mais pourtant, il y a plein d'histoires qui sortent sans méchant aujourd'hui, ou avec des méchants très gris moralement, qui sont plus autant juste l'incarnation du mal. Voilà, on va se demander comment écrire un bon méchant pour notre histoire. Alors, première question. C'est vaste, un méchant. D'ailleurs, on parle de méchant, d'antagoniste, d'adversaire, de rival. Peut-être qu'on va un petit peu décliner tout ça pendant l'épisode. Pour vous, quelle forme ça peut prendre, justement, cet antagoniste, cet adversaire? C'est pas forcément un personnage, par exemple. Vous avez des idées? Je pense que c'est pas forcément un personnage, ça peut être un concept, ça peut, je sais pas, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un état totalitaire, par exemple. Mais
je pense qu'il ne peut pas rester pas concret, enfin aussi peu Désincarné, concret. tu veux incarner, Exactement, en fait, enfin, il faut que ce soit, enfin, faut qu'il y ait des points de contact précis et concrets avec le protagoniste, donc il doit s'incarner. Donc je sais pas si je dirais que ça peut être autre chose quand même que quelqu'un, ou en tout cas quelque chose de très concret avec lequel le personnage va interagir. Moi, je pense aux histoires comme Into the Wild ou des histoires de fuite où c'est vraiment juste la nature qui est l'antagoniste. Ou des personnages qui doivent fuir, je sais pas, une catastrophe naturelle. Oui, les romans, les histoires où il y a de la survie en jeu, en fait, où l'objectif c'est de survivre. Effectivement, je pense aussi aux catastrophes, etc. Peut-être que ça va s'incarner différemment au fil du roman. Une fois ça va être une tempête, une fois ça va être autre chose. Mais du coup, si c'est dans les histoires où c'est la catastrophe, j'ai l'impression que la catastrophe c'est la toile de fond, c'est un peu le décor, mais le vrai antagoniste, ils vont être dans les relations entre les humains qui essaient de s'enfuir, non ? Ou de survivre. Ouais, ou je sais pas, par exemple, dans des histoires où t'as un couple, j'ai n'importe quoi au début, qui est séparé par une catastrophe, tout leur but ça va peut-être être de se retrouver, et en fait c'est cette catastrophe qui les garde l'un de l'autre. Oui, mais Je pense qu'il va falloir des petits antagonistes ponctuels dans les relations humaines, et c'est un peu ce que Laetitia disait, où, j'en sais rien, là t'imaginer un couple séparé par une catastrophe, l'un des deux personnages qui va être retenu prisonnier dans un truc sous terre avec un groupe, et pour survivre il a pas trop le choix, l'autre qui va se retrouver isolé sur une île, et je pense que faut forcément que ce soit incarné à un moment. Je pense que Laure elle a raison. Après, là on parle du coup de choses catastrophes et tout. Je sais que tout à l'heure on a évoqué la romance, où là c'est un genre où pour le coup l'antagoniste il va être incarné, mais ça va pas être forcément le méchant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était intéressant aussi. On peut parler de ça justement. Est-ce que l'antagoniste ça doit forcément être le méchant? Non. Et du coup c'est quoi si c'est pas le méchant? En fait, pour moi, le méchant ou l'adversaire ou le rival, c'est une sorte de ligne d'énergie en fait. C'est un truc qui doit à la fois aller contre le héros et à la fois dynamiser la trajectoire du héros. Donc ça peut être une situation, ça peut être le grand méchant classique, ça peut être dans une romance le love interest. C'est plus ce genre de dynamique brute là qui va être peut-être agencé différemment selon les genres. Je pense que vraiment ce qu'il y a de commun à toutes les forces négatives, antagonistes, c'est d'empêcher le héros d'une façon ou d'une autre d'atteindre son objectif. Et du coup, c'est quoi l'objectif du héros? Ça implique de se poser cette question-là. Quel est l'objectif, qu'est-ce qu'il veut, et c'est quoi le principal obstacle, et qui l'incarne, et c'est lui l'antagoniste. Et donc c'est pas forcément quelqu'un de méchant, dans le sens où par exemple pour un héros le fait d'avoir, je sais pas, tout simplement juste dans une romance par exemple, ça pourrait être un meilleur ami qui pense que le love interest potentiel du héros est pas du tout la bonne personne, et du coup va un peu l'empêcher, mais même avec toutes les meilleures intentions du monde, mais c'est juste parce qu'il met des bâtons dans les roues, quoi. Oui, c'est une question, c'est une question de ce qu'on a pareil déjà un peu évoqué, je crois, à d'autres épisodes, des valeurs en fait, les valeurs qu'incarne le héros et son adversaire. Et c'est ce que je crois Léa tu disais juste avant quand on discutait de l'épisode, tu parlais de ça, des valeurs qui doivent s'opposer entre le héros et l'antagoniste. Oui, tout à fait. Et c'est notre cher Monsieur Troubi. Il est déjà là au bout de quelques minutes de vidéo. C'est que le héros, généralement, donc le protagoniste et l'antagoniste, vont avoir des valeurs, peut-être, vont vouloir, imaginons un scénario où ils veulent la même chose, mais pour des raisons, et donc des valeurs complètement opposées et différentes. T'as un exemple? Un exemple concret de ça? Vouloir la même chose, c'est pas évident. Si on parlait du Seigneur des Anneaux, il y a il y a Frodon et Gollum veulent tous les deux l'anneau, mais pour des raisons complètement différentes. Gollum pour le posséder, Frodon pour aller le jeter et le détruire en fait. Et donc là, on a un protagoniste et un antagoniste qui vont se battre pour la même chose, pour la possession de la même chose, mais pour des raisons complètement différentes. Gollum pour des valeurs très égoïstes, et Frodon pour quelque chose de très altruiste au contraire, quoi. En fait, ils ont le même objet de désir, mais pas la même finalité. Exactement. Je
pense que c'est ça qui fait qu'un antagoniste n'est pas forcément le méchant, puisque finalement ses valeurs, elles peuvent être se valoir, toutes choses égales par ailleurs. Et on peut justement présenter un peu le thème aussi de son récit par là, en fait. Se dire, quelle valeur je donne à celui qui deviendra mon héros, quelle valeur je donne à celui qui sera mon antagoniste. Mais en fait, ça pourrait être réversible, finalement. Ouais. Dans les meilleures histoires, c'est probablement le cas, en tout cas celles qui sont les plus intéressantes. Les plus complexes. Ouais, les plus complexes. D'ailleurs, il y a un écueil, un truc parfois que vous pouvez avoir quand vous écrivez quand vous êtes à l'étape un peu du scénario ou même que vous commencez à écrire, c'est de vous rendre compte que votre antagoniste est en fait votre héros. Oui. C'est vrai. Voilà, où en fait vous avez plus travaillé votre antagoniste, il a de meilleures raisons, finalement il a une meilleure backstory et tout. Et en fait, c'est son histoire qui est la plus intéressante à raconter, donc c'est lui le héros en fait. Vous avez déjà eu ça dans les histoires que vous avez écrites? Un petit peu, ouais, je pense. Je pense que d'ailleurs, dans Du thé pour les fantômes, il y a Félicité et Agonie. Agonie qui est clairement un personnage beaucoup plus sombre. Elles sont antagonistes l'une de l'autre. Mais en fait, c'est elle le personnage préféré de plein de lecteurs. Parce qu'elle a beaucoup plus souffert, parce que du coup, j'ai beaucoup plus développé sa backstory, comme tu dis, son enfance, d'où viennent ses traumatismes, pourquoi elle a ce côté misanthrope, et donc ça la rend intéressante. Et souvent, c'est comme ça, en fait. C'est vrai, le méchant, il a de meilleures raisons de faire ce qu'il fait, parce qu'on veut expliquer justement pourquoi il est méchant, alors que le héros, il est gentil. Oui, des fois il y a un écueil du héros caméra de toute façon il faut quelqu'un pour raconter l'histoire, ça va être lui, il faut qu'il ait une quête et puis basta quoi. De toute façon, le héros en plus est obligé, c'est marrant, tu parlais de tes deux héroïnes et je trouve que c'est hyper révélateur. Le héros il est aussi obligé d'avoir des côtés, de faire des erreurs, d'être détestable, faire des choses, sinon il a aucun débat moral à l'intérieur de lui, il avance pas. Et dans Du thé pour les fantômes, Félicité a fait des trucs horribles à des moments et on la déteste, et à la fois il faut qu'elle les fasse parce qu'il faut qu'elle arrive à réparer la relation avec sa sœur qui est tout l'objet du roman. Je spoil un peu, désolée, mais bon, bref, je pense que c'est assez clair sur la 4e de couverture que l'histoire est rentrée de toute façon. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que du coup, les deux rôles sont, le héros, l'héroïne n'est pas toute blanche, quoi. Mais je trouve que c'est là que c'est intéressant de parler bien d'objectif du héros et du fait que l'antagoniste, en fait, c'est celui qui entrave l'objectif du héros. Et pas juste, le méchant qui représente des valeurs négatives et le héros qui représente des valeurs positives. Parce que sinon, le héros n'a pas d'objectif. C'est le méchant qui a un objectif. Il veut détruire le héros. Et le héros est passif, genre, ah mince, on veut me détruire, je dois me défendre. Alors que si on parle vraiment de héros qui veut faire quelque chose et d'antagoniste qui veut la même chose ou quelque chose de différent, tout de suite, on a une dynamique qui est plus vivante, quoi, plus intéressante. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on expérimente beaucoup dans les premiers romans qu'on a. Le héros, en fait, au début, on pense pas à faire tout ce travail de construction de valeurs morales, d'enjeux moraux et tout. C'est le héros, donc on réfléchit à sa couleur de cheveux et on fait la fiche personnage. Voilà, et à son animal de compagnie, mais on va pas aller creuser. Et en fait, moi, ça m'est arrivé dans les premiers romans où le héros, finalement, il fait son truc parce que moi, j'ai besoin qu'il fasse son truc, mais j'avais creusé pas assez pour savoir pourquoi vraiment ça lui tenait à cœur et pourquoi il s'infligeait tout ça alors qu'il pourrait très bien... Et c'est un travail que tu faisais sur l'antagoniste, au contraire? Honnêtement, les premiers romans, pas tant. Mais bon, c'est normal, je pense que quand tu démarres, il y a tout ce travail, plus de structure que tu... En fait, je pense que c'est un truc que tu fais une fois que tu as plus de recul ou que tu es arrivé à plusieurs textes où tu vois que c'est un problème récurrent. Moi, je pense que j'ai vraiment appris à En fait, je pense qu'à partir du moment où j'ai lu Truby, j'ai vraiment remis les choses à plat pour faire vraiment les deux... vraiment en même temps, en fait. Ouais. Mais je vais juste revenir un petit peu sur les histoires sans antagoniste. En tout cas, sans antagoniste clair. Parce que récemment, j'ai vu le dernier Pixar, Élémentaire. Et ça s'inscrit, je trouve, dans la lignée des derniers Pixar où il n'y a pas justement d'antagoniste clair. Encanto, c'était déjà le cas. Il y avait un faux antagoniste qui était révélé comme en fait étant un allié. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre récemment? Il y a eu Saul. Ah, je l'ai pas vu celui-là. En fait, il y a pas vraiment. En fait, il y a un adversaire, mais qui n'en est pas vraiment un. C'est juste quelqu'un qui doit faire son job, mais voilà. Et c'est plus. Pour le coup, c'est vraiment interne au héros le conflit. D'ailleurs, il est très beau, Saul. Moi, j'avais pas beaucoup accroché, je l'ai revu. Et il est vraiment très beau. Saul. Ah, Saul. Ah, oui, c'est Saul. Oui, je l'ai vu. Ok. Ah, si, tu l'as vu. Ouais. Et donc, dans Élémentaire, c'est pareil en fait. Enfin, c'est une romance. Donc, ils sont antagonistes l'un de l'autre. Mais on va dire que ce qui les sépare, la menace explicite du film, c'est
il y a une énorme fuite d'eau qui menace d'éteindre tous les êtres faits de feu. Il faut réparer cette fuite. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelqu'un qui a fomenté cette fuite d'eau parce qu'il n'aime pas les êtres faits de feu, puisque c'est tout ça le principe, c'est que c'est une ville avec les 4 éléments, ils vivent un peu séparés, et le feu, ils sont rejetés parce que c'est eux qui peuvent tout détruire en fait. Si tu touches le moindre truc, tout brûle. C'est plutôt quoi. Voilà. Et en fait, pas du tout, c'est vraiment juste une fuite. L'antagoniste est l'administration. Les failles de c'est exactement ça. En fait, l'antagoniste, c'est l'administration qui dit bah non, on a genre en gros, je dis n'importe quoi, on n'a pas assez de budget pour aller fermer la fuite ou pour mettre des gens sur l'enquête. Et c'est le système dans le sens où c'est les êtres de feu et les êtres d'eau n'ont rien à faire ensemble. Et donc, eux deux, dans leur romance, c'est ça qui leur met des bâtons dans les roues. Et ce système est incarné quand même par leurs familles respectives qui sont pas forcément pour, mais c'est pas des personnes méchantes. Il y a une très belle relation entre les parents et les enfants. Et j'ai l'impression que de plus en plus Pixar, en tout cas, et pas mal d'histoires pour enfants, essayent de mettre de l'empathie dans tout en fait, de dire mais chacun fait ce qu'il fait pour une bonne raison. C'est pas des méchants, c'est juste que dans cette situation ils sont pas d'accord. C'est beaucoup plus nuancé et ça parle beaucoup plus de famille aussi, je trouve. Le dernier Disney Pixar. Alerte Rouge, c'était pareil, c'est le conflit, c'est conflit mère-fille, et il n'y a pas vraiment de grand méchant, quoi. Et le truc sur les émotions, c'était vice versa. Vice versa, merci. J'y pense depuis tout à l'heure. Pareil, pas vraiment d'antagoniste. Enfin, l'antagoniste, c'est joie en fait. Et c'est joie et tristesse entre elles, et c'est juste on n'est pas d'accord, et en fait, à la fin, on se rend compte que finalement, on est d'accord pour que la petite héroïne aille mieux, et il n'y a pas de personnage qui a une volonté, comme tu dis, de nuisance, vraiment. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que, comment dire, c'est peut-être moins satisfaisant en termes narratifs pour le spectateur, mais à la fois, ça dit des choses du monde réel qui sont intéressantes à comprendre, je pense, pour la tranche d'âge à laquelle ça s'adresse. C'est que, et j'espère que la tranche d'âge comprend ça, parce que vu que c'est des enfants, c'est pas évident, mais c'est que les gentils, comment dire, les conflits dans le monde réel, ils viennent des désaccords entre les gens, et les gens en eux-mêmes sont pas des monstres, sont pas le mal incarné, quoi. Après, est-ce que les enfants sont capables de conscientiser ça en regardant le dessin animé? J'en suis pas sûre. Mais c'est vrai que pour moi, en tant que spectatrice, au bout d'un moment, c'est moins satisfaisant, effectivement, d'un point de vue de l'intrigue. Et d'ailleurs, moi, je me demande si les enfants, ça les satisfait aussi d'avoir... Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que les Disney Pixar, c'est plus... Le public est plus familial, voire parents, qui disent « Ah, pour les enfants, c'est bien qu'ils aient cette vision-là. » Mais je saurais pas dire si les enfants, eux, ça leur va ou s'ils préfèrent avoir le gros méchant Disney... Je sais pas. En tant qu'adulte, en tout cas, je trouve que j'adore ces films, mais ils me marqueront pas autant ou aussi longtemps que des films avec un vrai méchant, quoi. Je pense qu'il y a aussi, c'est parce que quand du coup dans les films dont vous parlez où il n'y a pas d'antagoniste, c'est que les enjeux sont plus petits, comme vous dites, de notre famille, etc. Alors que dans les histoires où il y a des grands antagonistes, il y a des grands enjeux, il y a des grands enjeux, c'est l'univers, quoi. Et du coup, c'est sûr que ça prend des proportions plus grandes aussi. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça. Il y a quelque chose de juste un souffle épique que tu peux pas avoir quand c'est juste au sein de ta famille ou de ton système intime. Et puis c'est vrai qu'un vrai grand méchant, stylé, on en parlera tout à l'heure, quand même ça fait plaisir, quoi. C'est hyper cathartique en fait. Alors les grands méchants méga stylés et tout, le nombre de gens tu leur demandes, ils préfèrent souvent plus les méchants que les héros. C'est qu'il y a vraiment un truc hyper fort en fait, symbolique. Qu'ils sont plus marquants, c'est sûr. Tu vas plus penser à Darth Vader qu'à Luke Skywalker, tu penses à Star Wars, quoi. C'est ça. Ou au Joker qu'à Batman. Quand tu penses à Batman, je pense que c'est parce que ces méchants-là, ils disent des trucs de nos sociétés qui sont... de nous-mêmes. Ou de nous-mêmes, bien sûr, qui sont hyper importants, quoi. Qui sont des choses que tout le monde pense à des moments et qui sont pas forcément très jolies, mais... C'est un peu cathartique. C'est vrai que je me demande, sans vouloir faire ma petite comptoir, mais si pour les enfants... à la fois, moi, j'adore faire ça dans mes livres, effectivement, de montrer le point de vue de tout le monde, de montrer qu'il n'y a pas de monstres et il n'y a pas de méchants. Mais je me demande si c'est pas aussi priver les gens, et en particulier les enfants, de s'identifier le temps du film à ce personnage méchant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, Comme si t'as pas le droit, en fait, de penser des choses mauvaises. En tout cas, c'est pas normal, c'est pas naturel. Il y a que des gens gentils, et si t'es pas dans les gens qui ont que des bonnes intentions, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand t'as le méchant, c'est pas de dire que c'est bien d'être méchant,
mais que ça existe en fait d'avoir des Mais c'est vrai que les contes de fées, vraiment, les premières versions, c'est hyper violent en fait. Ils se censurent pas du tout là-dessus. Il y a des vrais méchants, il y a de la violence. Et ouais, je pense que quand t'es enfant, en plus, quand t'es enfant, t'es pas tout gentil, tout machin. Il y a Oui, aussi c'est ça. beaucoup Bien d'animalité sûr. et de violence quand Complètement. t'es enfant. Et Ouais. je pense que ça permet aussi peut-être de se projeter dans cette chose-là. Et peut-être que t'es enfant aussi. Alors c'est bien d'avoir des histoires qui sont plus nuancées, qui est d'avoir tous les personnages et tout. Mais aussi, ouais, je pense que t'as besoin d'histoires peut-être plus tranchées, plus... Tu ressens beaucoup d'injustice Plus quand passionné. t'es enfant. Ouais. Et les méchants, ils naissent souvent à cause de l'injustice. aussi, Et je trouve que... Bah ouais, à la fois je me dis c'est vrai que ces histoires où tout est un petit peu nuancé, j'imagine que c'est bien pour les enfants parce que dans leur vie ou globalement dans notre vie de tous les jours, des grands méchants ou des gens vraiment super bien intentionnés, on ne rencontre pas tant que ça. Donc peut-être que ça aide à, je sais pas, à essayer d'aller discuter avec son prochain ou des choses comme ça. Mais en même temps, c'est aussi ce truc des romans qui, enfin, si on lit des livres ou si on, comme tu disais, si on va voir des films, enfin, si on consomme comme ça des choses, c'est aussi pour une version corrigée du réel où du coup on peut vraiment avoir des gentils, des méchants, avoir des lignes claires, des destins, des Moi, choses. je dirais pas que c'est une version corrigée du réel. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision-là, mais je sais qu'elle existe. Moi, je dirais plutôt que c'est une symbolisation du réel. La fiction n'est pas le réel. Elle peut pas représenter exactement le réel. Et donc la nuance, elle peut exister, mais que dans une certaine mesure. La caricature, elle est intrinsèque. Enfin, on parlait dans un autre épisode des tropes et des clichés, des archétypes. Heureusement qu'ils sont là, et je pense que les contes, ils sont universels et ils sont forts pour ça, parce qu'ils symbolisent tout ce qu'il y a de mal dans le monde et dans les êtres humains, dans un personnage. Et évidemment que ça n'existe pas dans la vraie vie, mais... En fait, le méchant, c'est... Pour parler de Jung, je sais pas si vous connaissez un Oui. peu, c'est l'ombre en fait, c'est tout ce Ouais. qu'on refoule, C'est ça. toutes les choses qui sont pas présentables en société, Oui. et tout ce que les méchants ils vont incarner en fait. Ça va être la misanthropie, ça va être la violence, ça va être vivre en dehors des clous, ça va être tout ça. Ou les anti-héros du coup. Ou les anti-héros, ouais. Et du coup, je pense à Nimona sur Netflix, le film que j'ai vu il y a pas longtemps. Pour le coup, donc l'héroïne est une anti-héroïne et les méchants sont l'ordre, la protection des civils. Enfin, il y a un renversement de ça et c'est hyper intéressant aussi de ce que ça dit du monde, de à quel moment il faut que tu deviennes un anti-héros et que tu dises fuck à certains trucs de l'ordre établi parce que tu penses que ça ne te correspond pas ou plus. Voilà. Comment tu fais la différence entre antagoniste, méchant, adversaire et anti-héros? Pour moi, c'est juste une question de point de vue en fait. C'est-à-dire que si ton protagoniste Tu veux dire, sort des clous habituels de ce qu'est un héros? de la culture, de la société dans laquelle que tu mets en place dans ton roman, de l'univers de ton roman, s'il représente des choses qui vont à contre-courant des valeurs que partagent la plupart des autres personnages, et ça, tu l'établis au début généralement dans ta situation initiale, tu le fais comprendre et tout, pour moi, du coup, c'est un anti-héros ou une anti-héroïne. Est-ce que la plupart des héros sont pas des anti-héros du coup? Parce que justement, ils sortent un peu. Je sais pas, je pense tout de suite à Belle dans La Belle et la Bête, dans le dessin animé Disney du moins. Elle sort des valeurs parce qu'elle est pas dans le rang, elle lit alors qu'elle devrait pas, elle est beaucoup trop intelligente. Ah oui, moi j'avais pas cette Elles sont des valeurs, mais elles restent quand même dans un truc moral. Pour moi, un anti-héros, ça part plus des valeurs de notre société, pas des lecteurs en fait, pas de celle de la pas, société. pas du roman. Ah ouais. Pour moi, un anti-héros, c'est quelqu'un qui va avoir des valeurs hyper opposées à celles que nous, en tant que société, on admet comme correctes, tu vois. Pour moi, pas nécessairement. Gagner la guerre, l'un des grands anti-héros, c'est le mec qui gagne la guerre. C'est vrai, Il s'en fout, il tue, il viole, enfin, c'est un anti-héros quoi. Ouais. Gagner la guerre, donc roman de Jean-Philippe Javorski. Je mettrai toutes les références et tout ce qu'on cite en... Oui, c'est vrai, vous avez assez raison en fait. Je me rends compte que ma définition n'est pas vraiment... Mais d'ailleurs, moi ça me fait un peu penser à tout ce qu'on parle, à Game of Thrones. En fait, c'est peut-être aussi pour ça que ça a eu un tel succès, c'est qu'en fait, les personnages de Game of Thrones, ils réussissent ce paradoxe d'être à la fois gris et monstrueux en fait. Et du coup, il y a peut-être ce truc qui est hyper cathartique, en même temps on s'identifie et c'est nuancé et ça dit quelque chose de notre société. On en parlait à un moment dans un autre épisode. Et c'est un équilibre qui est pas évident à trouver, surtout quand il y a beaucoup de... Ouais. Non, c'est bon. Mais dans Game of Thrones, il y a quand même les marcheurs blancs. Oui, c'est vrai. Qui incarnent cette espèce pour le coup, pour le moment en plus ça date, pas expliqué vraiment, on n'a pas vraiment pu leur attribuer d'objectif et tout, donc en tout cas en l'état, un peu justement ce mal qui arrive et que... Ça c'est une autre question, je trouve un peu sur les... on a un peu commencé à l'évoquer, c'est les antagonistes cachés un peu, vous voyez ce que je veux dire, au début,
on croit qu'un certain personnage est un antagoniste, mais le vrai antagoniste est caché, soit parce que c'était son plan machiavélique et qu'il manipulait d'autres pour, ou soit parce que vraiment on a été induit en erreur et en fait il y a une révélation de qui était le vrai méchant. Là, je pense à Garganis par exemple. Ouais, mais finalement, les marcheurs blancs dans Game of Thrones, avec le recul, je me dis, c'était une menace par-dessus toutes les menaces, mais en final, est-ce qu'elle servait vraiment à quelque chose? On a dit en l'état de la série non, mais on attend, c'est jamais. C'est vrai qu'on n'a pas le fin mot des livres. Pour le coup, elle sert à un propos plus moral et thématique, qui est vous vous entretuez entre vous, mais en fait, il y a un plus grand antagoniste. Vous devriez être en train de vous unir pour faire front, au lieu d'être dans vos petits conflits mesquins. Et d'ailleurs, je trouve que les marcheurs blancs, ils font vachement écho aux dragons, qui sont le symbole de Daenerys, qui cherche à unir plein de peuples sous ces dragons. Et du coup, à la fin, le fait que l'affrontement soit entre les marcheurs blancs et les dragons est très symbolique du froid, du chaud contre le feu, de la glace et du... Enfin, voilà, vous avez compris. Et du coup, c'est un peu les deux trucs surnaturels qui restent dans cet univers où finalement, il n'y a plus grand-chose de surnaturel et de fantasy. Et c'est assez intéressant, ça, d'un point de vue de la structure. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison, justement, pour parler des antagonistes un peu gris moralement. Je trouve que Game of Thrones, effectivement, c'est un peu masterclass là-dessus. Parce que justement, il y a tous ces points de vue qui s'enchaînent, et tu prends le personnage de Cersei, par exemple. Elle est hyper selon emblématique le de point ça, de vue de Tyrion, c'est vraiment la monstruosité incarnée, d'autres personnages encore plus. Elle est horrible, elle assassine, elle tue, elle fait absolument toutes les horreurs possibles et imaginables, et quand tu es de son point de vue à elle, c'est juste pour protéger ses enfants, en fait. Et donc elle incarne les deux à la fois, je trouve. Et ce que je trouve encore plus fin, c'est que par exemple, quand tu es du point de vue de Sansa sur elle, elle l'admire et elle la hait à la fois. Et tu as ce truc que tu ressens toi-même vis-à-vis d'elle, où tu l'admires parce qu'elle a le pouvoir et elle arrive à l'utiliser de manière assez ingénieuse à certains moments, et à la fois elle est monstrueuse. Enfin, c'est génial quoi. Et le personnage fait écho à ça. Du coup, c'est exactement ça, pour en venir au sujet de l'épisode, comment créer un bon antagoniste. Je trouve que ça, c'est une bonne réponse. Lui trouver une vraie raison d'agir. Et donc avec Cersei par exemple, ça va être elle fait ça pour défendre sa famille. Ça c'est une vraie bonne raison d'agir en fait. Et ça c'est un bon tips. Et en même temps elle fait des vraies choses horribles pour faire ça. Du coup j'étais en train de me dire peut-être qu'un bon méchant gris, ça veut pas dire un bon méchant tiède qui est ni horrible ni gentil, mais un bon méchant qui mélange beaucoup de noir et beaucoup de blanc et qui se retrouve au milieu. Je sais pas si mon image est très... Oui, je pense que c'est tiède, t'as totalement raison, quoi, parce qu'à force de pas vouloir aller d'un côté ou de l'autre, tu te retrouves à avoir un truc un peu mollasson, mais d'assumer vraiment des choses terribles, mais de donner au fond une vraie bonne raison, une vraie bonne raison qui excuse non, mais qui explique tout, ou en tout cas, tu peux te dire... En fait, c'est ça ce que je trouve le plus intéressant avec les méchants aussi, c'est quand ils sont suffisamment, alors du coup, gris, mais dans le sens pas tiède, pour te dire, ah ouais, je vois comment, éventuellement, moi, dans cette situation, j'aurais pu faire la même chose. En fait, on imagine, c'est ça, on voit la bascule et on peut comprendre comment est-ce qu'on peut basculer. Ça, je trouve que c'est vraiment les méchants, les antagonistes. Les meilleurs antagonistes. Mais c'est beaucoup le cas, je trouve, actuellement dans des fictions qui parlent d'écologie, fin du monde et de réduction de la population. Comment on appelle ça C'est pas McCarthy. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai oublié le nom. C'est un nom de théorie qui dit qu'en gros, il faudrait réduire la population pour pas l'eugénisme, ça c'est la beauté. Résoudre les problèmes du monde. C'est pas dans Da Vinci Code justement le truc? Non, je sais plus. Non. Alors là, j'ai vu un film dans ce genre-là où en gros, les antagonistes, tout leur but c'était de. Il faut libérer un virus. C'est James Bond, c'est le dernier James Bond. Malthusianisme. Malthusianisme, merci. En tout cas, il y a ça dans le tout dernier. Il y en a dans beaucoup de séries, dans Utopia, je me dis, il y a pas ça aussi, la série Utopia. Il faut libérer un virus horrible, genre la peste, dans le monde, parce que comme ça on va réduire la population, il y aura beaucoup moins de guerres, moins de famine, moins de ressources, on va sauver la planète, etc. Mais du coup, les gentils, les héros veulent arrêter ça, veulent arrêter ce virus. Et en même temps, en parallèle, quand tu vois tous les enjeux dans l'univers qui est créé, tu te dis, en fait, peut-être qu'ils ont en soi raison, peut-être que leur fin, elle est bonne, mais les moyens sont horribles. Et voilà, ça me fait penser à ça. Ouais, un truc, et ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à la série The Undead, qui est pas du tout parfaite, loin de là, mais dont le début était vraiment pas mal, et il y a tout ce truc de la Terre est devenue inhabitable, ils sont sur un satellite, et en fait il n'y a plus beaucoup d'oxygène sur le satellite, donc ils ont des règles qui sont affreuses, tu fais un menu larcin et tu t'es éjecté dans l'espace,
et ça te paraît affreux, et en fait après tu vois le point de vue justement des gens qui sont les politiciens, voilà, qui sont là, en fait il nous reste vraiment peu d'oxygène, donc il faut en fait qu'on tue des gens, sinon en fait c'est soit on essaye de survivre un peu plus longtemps et du coup soit on se condamne tous si on ne fait pas des choses drastiques, et enfin voilà, ça me faisait penser à ça. Autre question, est-ce que c'est possible pour vous d'avoir plusieurs antagonistes et comment on s'en sort avec plusieurs antagonistes? Comment on s'en sort? Je sais que Léa, c'est le cas dans ton roman que tu es en train d'écrire, je crois. Oui, c'est ça. Moi, mon héroïne, bon, évidemment, tout au long du roman, il y a des petits antagonistes, entre guillemets, qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues au fur et à mesure de ses aventures, mais il y a deux grands antagonistes dans le roman. Donc l'un, c'est un peu son mentor, et qui va être donc du coup son mentor ou son faux mentor à des moments, et l'autre personnage est la commanditaire, la personne qui l'envoie en mission qui déclenche un peu tous les événements du roman, quoi. Et du coup c'est pas simple. C'est pas simple, et tout l'enjeu moral de mon héroïne, ça va être à qui donner sa confiance et qui trahir entre ces deux personnages, quoi. Et voilà. Finalement, c'est elle qui choisira Oui. qui est l'antagoniste. Oui, en fonction du débat moral, qui va trouver une solution à la fin dans son débat moral intérieur. Voilà. Et ça te pose quoi comme difficulté concrète? Alors, ce que ça me pose comme difficulté hyper concrète, c'est qu'il faut que les deux soient à la fois détestables et attachants pour les lecteurs. Et j'ai en peu de place, parce que du coup ça divise plus ou moins le temps d'apparition des deux personnages par deux. Il faut que j'arrive à faire comprendre à mes lecteurs que ces personnages-là, justement comme tu disais, pour pas qu'ils soient tièdes et un peu c'est clairement cet autre personnage qui est beaucoup plus charismatique, ou beaucoup plus dont les valeurs, l'histoire est beaucoup plus intéressante, qu'il faut qu'elle choisisse. Il faut que les deux aient des très bonnes raisons d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et en plus, ce que je trouve pour le moment, ce qui me porte un peu dans l'histoire et que je trouve intéressant de développer, c'est qu'en fait les deux antagonistes sont complètement opposés justement sur les valeurs. En gros, donc ça commence, on est dans un royaume, comme pour la reine, dans un royaume en guerre. Et donc la commanditaire, la personne qui a envoyé ma petite héroïne en mission, au début veut la paix. Elle veut rétablir la paix, donc c'est plutôt un truc noble. T'es là, ouais, carrément, super, rétablissons la paix, tu vois. Y a des gens qui meurent tous les jours et tout, c'est pas cool, voilà. Et l'autre personnage, du coup, son mentor, a un très grand pouvoir. Et lui, il s'en bat les couilles de la guerre, en fait. Il s'en fout qu'il y ait des gens qui meurent. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa survie et celle de sa famille. Et du coup, comment je peux donner à celle qui veut la paix un côté très très sombre et très dark, et on va se dire oulala, mais pourquoi elle veut ça? Est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons? Est-ce que c'est finalement pas pour des raisons égoïstes, etc. Et mon autre personnage, ouais, c'est un lâche et un bâtard, mais en fait il fait peut-être ça lui aussi pour des raisons qui sont pures et nobles, etc. Et donc du coup c'est à la fois plus compliqué, et à la fois je trouve ça intéressant que ces deux personnages s'affrontent, et que du coup mon héroïne doive choisir, un peu comme le lecteur, lequel est le plus... Moi j'ai une question. Ouais. C'est comment tu fais pour rendre ton héroïne attachante du coup? Parce que là, j'ai envie de dire l'affrontement entre tes deux antagonistes, et... Tu veux dire qu'elle disparaît au milieu Oui. de ce... Comment tu fais pour qu'elle reste attachante, intéressante? Tu vois ce que je veux dire? Et pas qu'elle soit écrasée par les deux autres. Mes deux antagonistes, ils ont un truc très fort par rapport à la famille dans leur ligne aussi. Et mon héroïne, elle a un truc où elle cherche sa vraie famille, en fait. Elle en a jamais vraiment eu. Et en fait, un peu toute la question du roman, un peu, c'est quoi vraiment une famille? Et du coup, je pense que à travers le fait qu'elle va subir des déceptions, ou à des moments être séduite par ce que les deux personnages lui proposent, mes lecteurs, ils vont s'identifier à elle, en fait. Ils vont se dire, ah oui, moi aussi j'ai été maltraitée comme ça par mes proches, ou ah oui, moi aussi j'ai vécu ces moments trop cool et super avec mes proches, et du coup c'est quoi vraiment ce que je cherche dans une famille, dans des gens qui vont me tirer vers le haut, qui vont m'aimer pour qui je suis, et qui vont m'offrir un beau destin, une belle vie, et quelque chose qui me rende fière et digne. Voilà. C'est un peu ça
tout le truc. Mais peut-être que je vais aller jusqu'au bout et en fait je vais me rendre compte que, comme tu dis, mon héroïne elle est nulle et qu'elle a pas du tout assez de densité et je vais me dire oulala ça va pas du tout, il faut réécrire et tout. Mais pour le moment je suis partie comme ça et ce que j'écris ça me satisfait plutôt, donc on verra bien à la fin. De toute façon là mon objectif pour le moment c'est juste d'arriver jusqu'au bout et s'il y a des trucs à remanier après on verra quoi. Mais voilà. Ce que tu disais sur un but noble mais des mauvaises raisons ou l'inverse, je trouve que c'est hyper intéressant ça. Oui. Pour construire son méchant. Ça peut être de lui donner, ça fait partie du débat moral aussi. Ouais. Est-ce que la fin justifie les moyens et selon la réponse que tu vas donner à ça, ton héros sera un héros ou un antagoniste ou un méchant. Ouais, c'est pile la trajectoire de Anakin Skywalker en fait. Il est devenu grand méchant pour sauver quelqu'un par amour en fait. Ouais. Puis ça va tourner. Ça tourne mal. Mais à la base c'était un but noble. Mais les moyens c'était discutable. Ça me fait penser dans Game of Thrones, c'est la fameuse citation de Tywin Lannister qui dit oui, certes, j'ai assassiné, j'ai fait les noces pourpres, j'ai assassiné toute la famille Stark, mais est-ce qu'il vaut mieux tuer 10 personnes à un dîner ou 10 000 sur le champ de bataille? Oui. C'est vraiment la question rhétorique. Ça nous a tous tellement traumatisés. Ok, je vois son point, je vois ce qu'il essaye de dire. Mais c'est marrant parce que Laure et moi on est fans de Doctor Who et c'est à peu près le dilemme moral de tous les épisodes de Doctor Who où est-ce qu'il vaut mieux tuer un pécor pour sauver l'humanité. Mais si c'est un bon pécor. Ouais. Et tout l'épisode a fait en sorte que tu t'attaches à ce personnage et tout, et la solution c'est toujours on peut sauver tout le monde en fait. Ce qui est très pur. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Quand on se refuse à tuer le pécor, on peut trouver une solution pour sauver tout le monde. C'est le dilemme du tramway, hein, le bon milieu. Le fameux. Et puis des fois tu tues le pécor et en fait ça arrive à rien au problème. Oui. Ça c'est la réalité. J'ai déjà vu une histoire comme ça, mais alors je ne saurais plus. Mais il y a vraiment ce truc de ils vont jusqu'au bout, ils tuent le pécor ou des pécors et finalement la situation s'est déjà tellement envenimée que finalement ils veulent aller au fight et ils... Est-ce que vous avez des astuces ou des bonnes pratiques, des méthodes pour écrire vos méchants, vos antagonistes, vos adversaires? Alors, je suis pas du tout spécialiste dans l'écriture des grands méchants parce que j'ai toujours un peu de mal, mais en gros, moi ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de le faire comme un personnage important et pas comme le méchant. C'est-à-dire de vraiment lui donner une épaisseur, de vraiment le voir comme une personne, de vraiment réfléchir à quelles sont ses valeurs, quelle est sa problématique, de lui donner des nuances et des couches, quoi. Lui faire des défauts, des qualités, comme vous disiez, c'est important que le héros ait des défauts, que le méchant ait des qualités. Mais après, cela dit, je pense que ça dépend aussi beaucoup du genre dans lequel on écrit, parce que je pense que ça peut être hyper jouissif d'écrire un méchant bien noir, bien pas nuancé du tout, avec une énergie bien sombre et tout, ça peut être sympa. Mais ça dépend de ce que tu écris, de comment tu te sens avec ce perso. Ouais, je suis d'accord. L'un des trucs qui peut être bien, c'est déjà de construire le héros et l'antagoniste vraiment ensemble, en même temps et l'un par rapport à l'autre, comme presque deux faces d'une même pièce. Quoi. Le yin et le yang. Ouais. Et pas juste de construire son héros et après de se dire ah tiens, quel pourrait être l'antagoniste qui va venir lui mettre des bâtons dans les roues, ça risque de le rendre un peu faible. Ça permet vraiment d'avoir une dynamique entre les deux qui fonctionne. Je sais pas si vous avez d'autres trucs comme ça. Ouais. En fait, dans l'absolu, je suis complètement d'accord. Et je pense au dernier roman que j'ai lu et que j'ai adoré, qui était Vers les étoiles, de Marie Robinette Kowal, c'est ça? J'ai pas accroché, j'espère que j'ai pas accroché son nom. Mais où finalement, l'antagoniste, s'il y en a un, mais du coup, c'est un mec qui. En gros, tout le truc, c'est que c'est une uchronie, donc c'est dans les années 50, et c'est une femme qui veut aller dans les étoiles. Je fais un énorme raccourci, mais Et il y a un mec qui lui met des bâtons dans les roues, notamment parce qu'ils se sont connus avant et qu'il avait les mains un peu baladeuses et qu'elles sont un peu plaintes, Et donc en gros, il a une dent contre elle suite à ça et en gros, lui tant qu'il sera là, il fera ce qu'il peut pour la clouer au sol. Et clairement, il a été rajouté après et c'est pas le focus non plus de l'histoire, mais c'est quand même un bon méchant parce qu'on comprend pourquoi il lui en veut. C'est quand même par ailleurs un héros, c'est lui l'homme qui est le premier à poser le pied, aller dans l'espace, il a plein de qualités aussi.
mais il a des mains baladeuses, quoi. Genre. Et je me dis, bah voilà, finalement, ça dépend aussi un peu quand même de l'histoire et de ce que tu veux raconter. Et ça peut être de se dire, ok, bah là, c'est trop simple en fait, c'est trop simple ce qui se passe, donc il faut quand même rajouter quelques embûches sur la route, et qu'est-ce que je pourrais rajouter comme antagoniste. Je pense que les deux approches peuvent se valoir selon ce qu'on veut. Voilà. D'autres idées, d'autres conseils? Non, mais voilà, mais c'est ce que tu dis, je pensais aux dystopies, je repensais aux dystopies où l'antagoniste est révélé, il y a plein de petits, d'opposants, et en général, le grand antagoniste, comme vous dites, c'est un institut de base. Là, les héros dans les dystopies, le principe même, c'est qu'ils se battent contre un système. Mais pour finir les histoires, t'es obligé de l'incarner, en fait, un minimum, sinon... Ou alors, elle finit mal, la dystopie, c'est arrive aussi. Mais même, il y a besoin de... Voilà, et en général, l'antagoniste est révélé un peu à la fin. Je pensais par rapport à ce que tu disais. Ouais. Et je pensais aussi, pour parler d'antagonistes désincarnés, en fait, moi, le roman que j'écris à côté de ma nouvelle, en fait, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. L'antagoniste, c'est le temps. En fait, c'est une course contre la montre. Et ça peut bien marcher aussi pour faire une sorte de pression à vite enchaîner vite avancer dans l'enquête et tout. Et je pense que pour les histoires type chasse au trésor, ça peut aussi fonctionner. Puis comme tu disais, je pense au roman contemporain. Là, évidemment, les antagonistes, ça va pas être un tueur, quoi. Je veux dire, ça va être des histoires de famille où l'antagoniste, c'est, je sais rien quoi, la mère qui refuse que l'enfant fasse je sais pas quoi. Vous voyez, c'est... Donc, je pense que moi, j'aurais donné le même conseil que toi, Christelle, vraiment de construire les deux en parallèle, peu importe le genre. Voilà. Dire qui s'oppose, quelle est la force, comme on a déjà dit, la force qui s'oppose au héros. Oui, en fait, c'est ça, c'est une force, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un système, ça peut être un contexte, une maladie, une situation, des éléments climatiques. Ouais. Même si c'est incarné, je trouve l'idée du grand antagoniste, qui a plein de petits antagonistes d'abord, je me demande s'il faut quand même pas les voir comme un peu des avatars du grand antagoniste final, des déclinaisons, des facettes. En termes de valeur, en tout cas, complètement. Je pense. Ça peut pas être des antagonistes complètement différents les uns des autres. Sinon, le dernier, il vient de sortir. Oui, sinon, t'as fait jeu vidéo avec les boss, vous avez les gens qui battent un par un jusqu'au boss qui connaît. Il y a ça dans la première saison de Sherlock. Oui. Où chaque épisode, t'as l'impression qu'il a un méchant différent, mais en fait, à la fin, ils étaient tous plus ou moins à la solde de Moriarty. C'est vrai. Dans la saga James Bond aussi, ça me semble. Où il relie à la fin, le dernier, ceux avec Daniel Craig, il y a un truc un peu comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais, que tout est lié. Tout est lié. Mais c'est vrai aussi, en y réfléchissant, je me dis, le mec qui est l'antagoniste dans le fameux roman que j'ai lu, finalement, l'antagoniste principal, c'est le système patriarcal des années 50. C'est ça. Mais il faut l'incarner, lui. Oui, c'est ça, il incarne un moment, exactement. Mais il n'est pas le seul. C'est un peu le principal, celui qui va lui mettre le plus de bâtons dans les roues, mais il y a plein d'autres obstacles, d'ailleurs pas que des hommes, mais de la société. Et après, on a parlé aussi beaucoup d'objectifs qui s'opposent, de valeurs qui s'opposent. Ça peut être intéressant aussi de penser, et ça c'est John Truby qui le dit aussi, du fait que le héros et son antagoniste veulent la même chose. Mais pour des raisons différentes, ou veulent l'avoir en premier, typiquement chasse au trésor, je veux le trésor avant toi, ou triangle amoureux, on veut tous les deux le même mec ou la même fille. Ça donne une autre approche, une autre dynamique. Et au lieu de faire des lignes qui s'éloignent l'une de l'autre, justement, ça oblige aussi à mettre ton héros et ton antagoniste dans le même lieu, au même moment. Oui, ça c'est très important. T'es obligé de resserrer parce que sinon ils s'en vont chacun faire leur vie. C'est vrai qu'on l'a pas dit, ça peut sembler bête, mais il faut absolument que le héros et l'antagoniste se croisent. Donc ça ne peut pas être, Donc il faut absolument que leur trajectoire, à un moment, se rencontre, quoi. L'antagoniste, c'est aussi lui, comme c'est un truc que tu disais, je crois, Marie, c'est lui qui fait grandir, il pousse il fait des changements, il est une force qui force le héros à changer. Exactement, j'ai du mal à... En fait, s'il n'y a pas d'antagonisme vraiment solide, le héros il peut pas avoir ses révélations morales à la fin. Oui, aussi. Alors après, est-ce que l'histoire doit avoir une morale à chaque fois? Ça c'est un autre sujet, parce que je pense que tous les gens s'y prêtent pas, mais en tout cas c'est un bon ressort pour vraiment avoir une vraie dynamique d'histoire et un vrai final, quoi. Et pour terminer, une question bonus, question rigolote. C'est qui vos méchants préférés dans la fiction
et les méchants que vous trouvez nuls, éventuellement. Quelqu'un se lance? Vas-y, on fait dans l'ordre. Ah, c'est les méchants préférés. Et les méchants que tu trouves où un méchant que tu trouves? Ah oui, alors moi, en gros, moi, la première méchante qui me vient en tête, c'est... en fait, j'ai fini récemment un livre de Stephen King qui est hyper connu, qui s'appelle Misery. Et dedans, il y a le personnage de Annie Wilkes, donc, qui séquestre le narrateur et le torture pendant 400 pages d'horreur pure, qui me donne des cauchemars, vraiment. Et ce personnage est terrifiant, et en fait, ce que j'ai trouvé super bien fait, c'est que elle est clairement folle alliée, cette femme, mais il y a aussi des moments où l'auteur arrive à rendre ce qu'elle pourrait être si elle n'avait pas cette espèce de disjonction mentale, et c'est ce qui la rend encore plus glauque et encore plus dérangeante. Alors je dirais pas que c'est ma préférée, mais clairement c'est celle qui m'a vraiment fait le plus flipper de tous les méchants que j'ai vus. Ça me fait penser à un livre qu'on a toutes lu ici, je crois, que toi t'es en train de lire peut-être là. Tout ce que dit Manon est vrai. Oui. Tout ce que dit Manon est vrai. De Manon, pardon. C'est une fiction, mais qui est tirée de faits réels vécus par l'autrice, où elle raconte en fait quand elle est entrée dans le monde de l'édition à 16 ans, 17 ans, comment son premier éditeur, qui avait 40 ans de plus qu'elle, a noué avec elle une relation complètement toxique, l'a mise sous emprise, etc. Et elle adopte, pour raconter ça, tous les points de vue des personnages, sauf celui de Manon, de 16 ans, et y compris le point de vue, du coup, de cet éditeur, qui est clairement pédophile, et tout ce qu'on veut, quoi. Et ça me fait penser à ça, du fait d'avoir... C'est clairement ce mec, il va pas, jamais il est excusé, mais on a son point de vue à lui. Ouais. Et ça, c'était hyper bien fait, en fait. On est forcé à être en empathie avec ce personnage qui est hyper dérangeant, en fait. Et ouais. En fait, tu comprends comment il voit le monde en lisant son point de vue, et tous ces actes font sens si tu es dans sa manière de voir le monde, et c'est ça qui est terrifiant, et il est complètement inadapté. Enfin, il y a un truc de complètement inadapté à la société en fait dans laquelle on vit, et la complaisance du coup de son entourage professionnel ou amical par rapport à ça, où c'est un grand ado, c'est un poète, il est sensible, il a toujours eu une vision un peu différente du monde. En fait, tu te dis, waouh, ok, est-ce que moi j'ai pu penser ça de quelqu'un un jour, et du coup excuser des choses qui sont en fait pas hyper excusables, quoi. Enfin, ça donne vraiment matière à penser sur sur ça, sur comment tu vois, comment t'excuses les autres, et cette vision, te mettre de ce point de vue, c'est hyper fort, quoi. C'est dérangeant. Ouais. Autre méchant auquel vous pensez là, dans vos lectures, vos films? Moi j'avais pensé à Frollo dans Notre-Dame de Paris, que j'adore, voilà. J'avoue, il est bien ce C'est vraiment le truc du je la veux, c'est contre tout ce que je devrais vouloir, mais je la veux et je suis prêt à tout brûler. À tout brûler, tout brûler pour l'avoir. J'adore. J'avoue qu'il est incroyable l'arc de ce personnage, qui a à la fois une foi et à la fois une sorte d'amour pas sain du tout. Non, est-ce que c'est l'amour d'ailleurs, on peut en douter, mais... Je te veux, et si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Ouais. Oui, c'est ça. C'est donc pas d'amour. Oui, clairement. C'est plus de l'obsession. Oui, c'est pas un amour positif. Ouais. Non, voilà, oui. Voilà. Mais ouais, je le trouve génial. Moi j'ai une ref récente avec Arcane. Donc là, d'ailleurs, là, s'il y a un ou plusieurs antagonistes, la conversation est ouverte, mais il y a Silco qui est quand même, qui a tout l'archétype du méchant. Il est pas beau, il est même un peu défiguré, il me semble. Moi je le trouve trop beau personnellement. Il a le visage, tu vois, il a plein de cicatrices, il a une je crois qu'il boite et tout. Enfin, tu vois, il a un rire de méchant. Oui, c'est Victor qui boite, c'est il a un œil bionique. Mais il a un œil passé, il a un œil bionique. Oui, il a un œil bionique. Il a quand même eu un accident, quoi. Avec Non, mais s'il a un rire de méchant, et il a un rire de méchant. Tu vois, c'est un méchant, quoi. Il a tout le starter pack. Il a tout le starter pack, et pourtant, c'est ça qui est trop bien fait en fait dans la série, c'est que et pourtant tu vas vraiment, en fait, il va vraiment s'attacher à une petite fille, et c'est un peu ce qu'on disait avec Cersei. Tips, mettez alliez votre méchant avec un enfant d'une façon non pédophile, mais étant une façon sincère, quoi. Et pur, j'avoue ça un bon type. Sans arrière-pensée. Sinon ça va pas vous aider. Mais c'est vraiment ce que tu disais
disait tout à l'heure Christelle, c'est qu'en fait, sa fin, ses intentions à Silco sont hyper positives. Il veut la paix, en tout cas, il veut pour son royaume à lui, en fait. Et, mais par contre, c'est ses façons d'y arriver, les moyens qui sont atroces. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont vécu le même traumatisme en plus. Et c'est pour ça qu'ils s'attachent à elle. Silco et Jinx, ils ont vécu le même traumatisme initial dans leur histoire. C'est trop beau. C'est incroyable, mais cette série, elle est incroyable. Et la fin. Sur les enfants, très bon tips. Dans une romance, t'as quasiment toujours ce moment dans un Enemies to Lovers où le mec qui est hyper arrogant et tout machin, en fait il sauve un enfant, il s'attache à un gamin où il est juste un peu doux et sympa, tout. Et c'est bon. À partir de ce moment-là, tout bascule et l'héroïne se dit est-ce que vraiment je le voyais tel qu'il était? Ou alors il a un enfant, mais il l'a pas dit. Ça marche. Mais si, j'ai vu une histoire où ça marchait. À partir du moment où elle voyait qu'il avait un enfant. Attends, quoi, Marie, retrouve. Je faut vais mettre 2 à la Faut qu'il soit veuf, ça peut pas être. Oui, il est veuf. Ouais, voilà ça. Sinon ça marche. Il y a dans Vie Holiday, t'as ça. Donc tu quoi penses qu'en fait, Vie Holiday, tu penses qu'en fait il est oui, marié. mais voilà, c'est à ça que je et en pensais. fait, il ouvre la porte. Et il y a des enfants, et elle est là genre, il faut que tu me dises vite s'il y a une femme en fait, parce qu'elle arrive à l'improviste. Oui, je pense que c'est ça. Je vais dropper une belle référence, mais il y a ça dans la mélodie du bonheur, Marie. Ah oui, elle le sait dès le début qu'il a 19 gosses. Mais c'est ce qui le rend un peu attachant alors que c'est un peu un Et d'ailleurs, c'est très intéressant, enfin c'est un autre sujet, mais l'arc de cette héroïne, une fois qu'elle se marie, elle perd tout ce qui la caractérise et ce qui la rend un peu pétillante. Une fois qu'elle est mariée, c'est une femme rangée. Quoi. Moi, ça m'a frappé en le revoyant ce film. Ah ouais. Ça devient une bonne épouse. C'est les années 50. Oui. Et T'as un méchant? Ouais, moi j'ai carrément un méchant. Le méchant qui m'a le plus marqué, mais c'est parce que aussi je suis fan, c'est le Corinthien dans Sandman. Je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi dans l'adaptation télé parce que c'est exactement ce qu'on a dit, c'est intense en fait. C'est un personnage qui fait des trucs horribles, atroces. Et pourtant, il est animé d'une intention assez pure et qu'on peut tous comprendre. Il veut juste être libre en fait. Il est prisonnier, on l'a créé pour accomplir un rôle, celui d'être un cauchemar et d'être monstrueux. Et en fait, il a le seum et il veut être libre de ne pas obéir à son roi, donc le marchand de sable, The Sandman, qui est le héros de la série. Et voilà. Et je trouve que c'est vraiment. C'est comment c'est renversé les. Ouais, c'est vraiment. Et en plus, ils ont casté un acteur qui est très très beau et très très séduisant et charismatique pour le jouer. Et le fait que le mal absolu et des actes horribles puissent être incarnés par quelque chose de très beau et de très charismatique, je trouve que c'est hyper intéressant de ce que ça dit sur notre monde, le monde réel. Et ouais, voilà. Et du coup, c'est un personnage qui fait. À un moment, il aide un petit garçon qui est dans une merde pas possible en plus. Et il l'aide pour des raisons très égoïstes, mais à la fois il le sort de la situation horrible dans laquelle il est. Je trouve que c'est un méchant passionnant et hyper bien construit par rapport au héros, par rapport à ce qu'il fait dans le réseau des autres personnages et tout. Voilà, j'ai encore mis du love sur Neil Gaiman. Au passage. C'est vrai que globalement, je pense que si on veut construire un vrai méchant, très 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 méchant, c'est pas mal de lui coller du charisme. Oui, Du charisme de fou. Du charisme des capes noires. On est tous très faibles par rapport à ça. Enfin, je sais pas, ça l'excuse bizarrement. Ouais. C'est ça. Mais quand même, il est stylé. Bah oui, tu parlais de gagner la guerre de Jean-Luc Jaworski. Don Benvenuto, oui, tu disais, voilà, il viole, il tue et tout. Mais il a un charisme de fou. Et du coup, on n'arrive pas à lui en vouloir et c'est terrible. Mais ça marche. On lui en veut, mais en même temps, c'est un peu malgré soi, quoi. On se rend compte que ça marche sur nous, quoi. Ça aide beaucoup qu'on soit de son point de vue tout du long de Oui, l'histoire oui, aussi. Je crois que c'était vraiment dans les intentions de l'auteur quand on l'avait rencontré. En fait, tout est fait pour qu'on soit en empathie parce qu'il y a un passage dans un cachot où il se fait torturer des fois. Ouais, il souffre aussi beaucoup lui-même, quoi. Mais oui, tu regardes dans les Disney, les grands méchants les plus stylés, genre Scar dans Le Roi Lion, Scar, Jafar, Maléfique. Hadès dans Hercule. Ouais. C'est les meilleurs méchants, quoi. Après, Scar, je le trouvais pas trop cool quand j'étais gamine, non, juste il me faisait grave peur. Ah ouais? Ouais. Oui, bon, scène de fou. La scène où il le lâche, enfin vraiment, ça m'a. Ah oui. En fait, ça m'avait traumatisée vraiment quand j'étais gamine et du coup,
je le trouvais pas cool du tout, il me faisait grave peur. C'est en le revoyant plus âgé. Mais il a une backstory de fou, tu vois. Mais oui, non, Genre, mais carrément. c'est le deuxième. Ouais. Il a souffert, tu vois, de la lumière de son frère. Mais à 6 ans, je l'ai pas fait. Mais autant, il y a des Disney que j'adore où les méchants ils sont pas ouf. Typiquement, je pense à Mulan, où en fait l'antagoniste. Par contre, il est terrifiant. L'antagoniste Ah ouais. sert pas honnêtement à grand chose et le véritable antagoniste de l'histoire c'est plutôt l'espèce de truc intérieur sur bah ouais c'est une petite meuf mais n'empêche que grâce à son déguisement elle a sauvé la nation et à la fin il y a un renversement de ça où ses potes soldats ils se déguisent en filles pour monter dans le palais et en fait on se rend compte que toutes les règles de cette société elles sont elles sont très strictes, mais on peut les renverser pour sauver le pays et ça pose pas de problème. Et en fait, pour le coup, je trouve que c'est un peu un des premiers Disney où l'antagoniste, bon, il est incarné, mais il est pas si important que ça et il y a un peu un truc intérieur qui se joue. C'est intéressant. Alors, on n'en a pas parlé de ça d'ailleurs, ça me fait penser, mais moi je pense pas que l'antagoniste puisse être le héros face à lui-même. Ah oui. Oui. Là, l'antagoniste en question, c'est le patriarcat, c'est cette société qui interdit aux femmes de faire ce qu'elles veulent. Oui, ou aux hommes de faire ce qu'ils veulent aussi. De faire ce qu'ils veulent aussi, en tout cas, c'est le sexisme. Ouais. Mais je pense que c'est très compliqué de se dire, en fait, j'aurai pas de méchant, j'aurai pas d'antagoniste, ce sera que mon héros face à lui-même et il sera en conflit. Ça, c'est juste la construction du héros de base. Il ne peut pas y avoir de héros sans ça, sans faiblesse à surmonter, besoin à assouvir, etc. Et les antagonistes, on l'a dit tout à l'heure, vont le forcer à révéler tout ça. Mais sinon, il n'y a pas de conflit en fait. Oui. Et ça, faut faire gaffe. Conflit intérieur. Oui, l'antagoniste vient amener un autre conflit que le conflit intérieur. Après, je me pose la question, ça dépend peut-être aussi du type de littérature. Parce que je me dis, dans la littérature générale, peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut arriver parce que ça peut être une fiction, enfin un parcours très intérieur du personnage et tout. Je pense que dans la littérature générale, et c'est un peu ce qu'on disait à un moment, les antagonistes ils sont plus faibles parce que dans la littérature générale, les enjeux c'est rarement de sauver le monde, de sauver l'univers, la galaxie, on peut aller très très loin. C'est plutôt des choses qui vont être très familiales, c'est plutôt quelqu'un qui va sentir, j'en sais rien, mal à l'aise dans son travail, dans sa famille, qui va avoir un traumatisme d'enfance à surmonter, et c'est des petits enjeux qui sont à l'échelle d'une personne. Et plus rarement à une plus grande échelle en fait. Et peut-être que du coup les antagonistes ils vont être plus discrets mais c'est pas forcément gênant, un peu comme dans Encanto ou les Disney dont on parlait. Ça veut pas dire pourtant qu'ils sont pas là du tout. Oui. Et typiquement il y a la mamie dans Encanto qui est insupportable. Pardon mais moi j'adore insupportable. Mais voilà. C'est parce que je viens pas d'une famille hispanique très alourdie sous le poids des traditions. Ma famille c'était plutôt l'inverse. Je suis passée complètement à côté de ce film et c'est marrant d'ailleurs parce que ça m'a ébahie sur internet de voir toutes ces familles, tous ces gens ou ces jeunes qui viennent de familles comme ça où t'as des gros poids à porter, des fois des traumatismes intergénérationnels ou juste des familles un peu comme dans Alerte Rouge, chinoise ou d'origine asiatique ou hispanique, je dis chinoise mais en vrai c'est parce qu'Alerte Rouge c'était chinois, où t'as vraiment beaucoup plus le poids des traditions qui pèsent. Moi j'ai grandi dans une famille de hippies où littéralement je pouvais faire ce que je voulais, il n'y avait pas du tout ce truc là et du coup je suis moins réceptive à ces choses là et je trouve ça génial qu'il y ait d'autres gens qui du coup ça les ait transcendés ces films là parce qu'ils ont l'impression que ça fait vraiment écho à leur histoire. Alors que moi pas du tout, mais c'est pas grave en fait, je suis juste pas la bonne personne quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà eu ça vous, mais un truc qui vous dites waouh ok je vois pourquoi il y a des gens qui kiffent mais moi je suis complètement passée à côté. Ah si, mais ça m'est arrivé à plein de fois, mais je saurais pas dire. Ouais, Anneli. Après je suis pas très bon public en série, vous le savez, vous le connaissez depuis 7 ans. Et des méchants au contraire que vous trouvez vraiment nuls. Ah juste moi j'ai pensé à un méchant intéressant. Mais juste pour lancer un débat. Dans Bambi, le chasseur. Qu'on ne voit jamais. Qui est complètement en creux en fait. Oui, c'est une menace ça c'est hyper intéressant. C'est juste un coup de feu quoi. Ouais. Mais pour le coup, comment dire, pour le coup, Bambi, c'est pas hyper. Pour moi, scénaristiquement, c'est hyper faible en fait. Les menaces, c'est le feu et le chasseur quoi. C'est vraiment. Non, mais tu le regardes pas pour la complexité dramatique. Oui, il y a un combat entre les deux. Ouais. Contre son cousin, probablement. Ils sont demi-frères, ils ont le même père. On fait chose sa propre sœur. Il s'appelle Féline, rien ne va. C'est vrai qu'en tout cas, il y a un point de contact.
ça force le héros à changer, il se met sur son chemin. Ça remplit toutes les cases, mais après, ça peut être aussi discret que ça, mais il existe quand même. Ouais. Et bref, du coup, des méchants que vous trouvez pas ouf. Mais en fait, on en discutait un peu avant et on disait finalement que les trucs comme Sauron, Voldemort, finalement, c'est pas les meilleurs méchants, mais bon, en même temps, ça a quand même bien fonctionné. Oui. Le Voldemort, c'est vrai que moi je trouve qu'en tant que méchant, il est vraiment pas ouf, mais je pense que l'univers est tellement riche, il y a tellement d'adjuvants de ce méchant-là que en fait, ça meuble jusqu'au top 7 quasiment. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, avec le grand méchant de fin. Ouais. En fait, il a des avatars dans chaque tome qui représentent les mêmes valeurs que lui, en fait. Ouais. C'est ça. Et bien justement, c'est une belle transition vers Avatar, le dernier maître de l'air, pas les films de James Cameron, mais où il y a exactement la même chose que dans Harry Potter, à savoir que le grand méchant, c'est le seigneur de la nation du feu qui s'appelle Lord Ozai, et on s'en bat les steaks de lui, puisque les deux vrais antagonistes des héros, c'est son fils et sa fille en fait. Qui sont donc Zuko et Azula, et qui sont les deux personnages antagonistes vraiment mais hyper intéressants et hyper bien construits. L'un a un arc de rédemption et l'autre pas, et en plus c'est hyper intéressant de voir pourquoi l'un en a un, l'autre pas. Bref, c'est extrêmement bien écrit. Et du coup, à la toute fin de l'histoire, il y a un combat du héros donc contre ce monsieur Ozai, le papa de ceux que tu as toujours un peu vu comme les antagonistes. Et Ozai, en plus, il est très désincarné dans toute l'histoire, tu le vois jamais. Et du coup, tu as ce combat final dont tu te fous complètement. Honnêtement, moi je m'en foutais complètement, c'est horrible à dire. D'ailleurs, ça dure un épisode et c'est un peu. Voilà. Et après, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, en tous les cas, pour un temps, pour nos héros. Et c'est hyper intéressant de se dire, en fait, finalement, ce grand méchant, c'est. Enfin, comment dire. Si tu fais une saga, disons, je pense que Avatar c'est un peu comme Harry Potter, c'est quelque chose qui. Enfin, c'est sur le très long cours, il y a 4 longues saisons et tout. Harry Potter, voilà, on a 7 longs tomes. C'est moins gênant quelque part d'avoir ce. T'es obligé d'avoir une gradation, je pense, parce que s'il y a direct. Voldemort en chair et en os, Harry il se fait tuer, il a même pas le temps de faire pour ça. Non, mais c'est vrai que il y a une gradation, mais ça c'est très symptomatique des séries, effectivement. On a évoqué le jeu vidéo tout à l'heure, mais effectivement, le boss final doit arriver, comme son nom l'indique, à la fin. Et c'est moins gênant du coup qu'il soit un peu le mal absolu et qu'on s'en foute un peu de sa backstory. C'est ça. Oui, parce qu'il a été incarné en fait. Ouais, exactement. Et puis il représente, même si lui en lui-même il n'est pas très intéressant, il concentre en lui-même tous les autres méchants. Comment dire, moi je sais pas. Et lui, comme il est désincarné, c'est vrai que je pense qu'il est plus lointain, du coup, il est moins consistant. Mais les autres, ces incarnations, souvent, sont plus à hauteur humaine et sont d'autant plus dégoûtantes, peut-être. Je sais pas. C'est ce qui est fait absolument dans le Seigneur des Anneaux. Sauron, jamais tu le vois vraiment, en fait. C'est que ces avatars que t'affrontes. Même à la toute fin, finalement, c'est du Gollum versus Sauron. Et lui, jamais il intervient vraiment. Mais je sais pas, dans Harry Potter, Ombrage, elle est bien plus horrible que Voldemort parce qu'elle l'incarne vraiment à hauteur humaine. Et du coup, elle a ce côté, c'est un être humain comme moi, mais qui a choisi ces valeurs-là et qui les applique de manière absolument atroce. Alors Voldemort, il a un côté presque inhumain déjà, qui le sort de l'humanité, donc qui fait que c'est un peu normal qu'il soit méchant, il est plus tellement humain. Un peu comme Sauron. Puis c'est un prince noir et tout, alors qu'Ombrage, c'est une prof en cardigan avec un petit serre-tête. Le décalage joue beaucoup. C'est vrai. Et merci les filles, c'était super intéressant. J'espère qu'on a dit des choses quand même assez complètes sur comment écrire un bon méchant. Comment ne pas écrire un méchant trop nul. Du moins. Trop fade. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on était super contents de vous retrouver pour cet épisode de rentrée. Voilà, on est parti pour une deuxième saison. Donc merci de nous suivre encore pour cette année. N'oubliez pas de nous mettre un petit like, une note sur l'appli où vous nous écoutez, de partager cet épisode autour de vous pour que d'autres auteurs puissent en profiter. Quel est le mot qu'on donne à nos auditeurs pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout? Oulala. Il y en a eu plein. Ah ouais, t'en as noté non, il y a eu plein de mots différents qu'on a dit, donc je sais pas. Mais rien de... qui ressort. Ouais. Il y avait tiède.
T'as raison, Marie, c'est C'est bien. bien, Tiède. C'est parti. Si vous nous avez écouté jusqu'au bout, mettez le mot tiède dans votre commentaire. Une petite flamme. Une petite flamme éventuellement. Il n'y a pas un autre emoji qui représente mieux L'emoji mais genre celui qui a la bouche comme ça. Oui, c'est bien ça, Marie. Les gens vont arriver sur la vidéo et dire pourquoi tout le monde a commenté un truc, genre c'était vraiment bof. Bon voilà, mettez-nous un emoji qui vous évoque la tiédeur, tiède dans votre commentaire et on saura que vous avez écouté jusqu'au bout. Et c'est cool, merci beaucoup pour votre soutien. Et puis on vous dit à très bientôt pour le 17e épisode du club où on discute d'écriture sans filtre. Salut! Bye bye. Salut.